Bonjour à toutes, bonjour à tous. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Mathias Tavel, député de Saint-Nazaire et par ailleurs co-rédacteur en chef du journal de l'Insoumission, le seul mensuel insoumis du pays, auquel je vous invite à vous abonner et même que vous pouvez acheter au numéro si vous avez besoin d'un éventail pour supporter la chaleur, mais aussi pour le lire. Évidemment, petite règle canicule, il fait chaud. Si vous voyez que votre voisin commence à changer de couleur, n'attendez pas qu'il tombe pour intervenir. Il y a de l'eau là devant si vraiment vous avez besoin pour que tout ça se passe bien. Merci à vous d'être là pour cette table ronde qu'on a intitulée « Pour sauver le climat, faut-il faire sauter la banque ?» Alors le titre peut paraître un peu énigmatique peut-être à certains. Certains y auront peut-être vu une référence à Hugo Chavez et à sa phrase en 2009 « Si le climat était une banque, il serait déjà sauvé ». D'autres, en tout cas, auront compris qu'il s'agissait notamment à partir de la question climatique, mais pas seulement, aussi de la question de la pauvreté et de l'inflation, de voir comment on peut gouverner à partir des besoins, qu'est-ce que ça signifie, qu'est-ce que ça recoupe, comment on finance les investissements qui sont nécessaires pour la bifurcation écologique, pour permettre à chacun de bien vivre dignement quand on a à la fois des canicules ou des sécheresses comme on les connaît maintenant, quand on a une inflation de plus 20% sur l'alimentation en un peu plus d'un an, quand on a l'essence qui arrive à 2 € le litre, etc. Toutes ces choses de la vie quotidienne qui mettent à l'ordre du jour, selon nous, insoumis, une bifurcation nécessaire de notre mode de vie collectif, tout simplement, et d'organisation de la société, et donc de son économie et de la manière dont on organise et dont on utilise l'argent dans notre pays. Voilà un peu quelques-unes des grandes questions qui sont à l'origine de cette table ronde et qu'on va évoquer avec nos intervenants. Comment on pense cette politique des besoins? Quelles sont les contraintes auxquelles on est confronté? Comment on trouve les sources de financement? Quel est le rôle de l'État? Est-ce qu'il est effectivement au service de l'intérêt général? Est-ce qu'il est toujours une forme d'action démocratique ou est-ce qu'il est devenu autre chose, notamment en matière économique? Voilà, je ne fais pas une liste plus longue, c'est déjà très vaste et nos invités vont pouvoir y répondre dès à présent. Je vous les présente s'il y a besoin. Juste à ma droite, Romaric Gaudin, auteur et journaliste économique. Et je lui disais juste avant que c'était grâce à lui que j'avais notamment pu comprendre aussi bien les mécanismes qui étaient à l'œuvre lors de la crise grecque de 2014 et 2015. Peut-être ici certains ont lu à l'époque ces articles. Je vous invite à lire aussi les plus récents, ils sont toujours aussi bien écrits et documentés. Anne-Laure Delatte, économiste, auteur d'un livre que je vous recommande, qui est en vente au Village du Livre, « L'État droit dans le mur », pour rebâtir l'action publique, qui est une forme presque d'enquête policière sur la manière dont l'argent public, qu'il soit de l'État ou de la Banque centrale, a été utilisé au cours des dernières décennies. Ça se lit vraiment presque comme une enquête dont on reconstitue petit à petit les pièces du puzzle. Et puis Éric Baird, économiste également, co-animateur du département d'économie de l'Institut La Boétie, dont vous pourrez trouver les différentes notes qui ont été publiées sur les retraites, sur l'inflation, sur le stand de l'Institut La Boétie, et qui font aussi depuis peu une note de conjoncture économique, qui ont notamment permis de mettre en valeur ce que depuis tout le monde a été obligé de reconnaître, qui est la part prépondérante des profits dans l'inflation, et pas seulement le fait que ce seraient les matières premières ou les salaires qui auraient augmenté. Ça, on s'en serait rendu compte. Je dois excuser Aurélie Trouvé, qui a été désignée volontaire pour nous représenter au campus du Parti Socialiste à Blois aujourd'hui, et qui ne peut pas être parmi nous, même si elle aurait évidemment beaucoup aimé être là. Chacun d'entre nous va présenter son propos en une dizaine de minutes, et puis ensuite on pourra prendre quelques questions pour que nos invités y répondent. Voilà, je ne serai pas plus long, je donne la parole à Romaric Gaudin pour commencer. Merci à vous. Merci beaucoup et merci pour votre invitation. Merci à tous d'être là. Moi, j'aurais voulu d'abord rebondir sur ce propos liminaire avec ce qui a été dit, c'est-à-dire la double crise que l'on est en train de vivre, crise écologique,
fait pas un dessin. On l'a subi en ce moment. Et la crise, évidemment, sociale, que l'on subit également à travers les salaires, quasiment en fait, les salaires de tout le monde sont frappés par cette crise, mais aussi par le fait que, d'une certaine façon, cette inflation entraîne l'économie de façon générale dans une sorte de choix assez incroyable entre la récession ou la perte de salaire réel. Donc, cette double crise, pour moi, elle représente la même crise. C'est la crise du modèle économique néolibéral. Et moi, j'essaye de comprendre le néolibéralisme pas forcément comme une variante du capitalisme, mais plutôt en fait comme un moment du développement du capitalisme. Ce qui amène immédiatement à réfléchir, si on veut chercher une politique économique qui essaye de résoudre la double crise en profondeur, pas seulement essayer de l'atténuer ou de faire en sorte de la contourner ou des choses comme ça, mais véritablement de résoudre cette double crise et de trouver des solutions qui permettent de bâtir quelque chose de nouveau et de résistant à cette double contrainte, ce qui nous amène donc finalement à s'interroger et à s'attaquer, à mon avis, au mode d'organisation économique actuel de façon plus générale. Donc, ce que je vais essayer là de vous présenter assez brièvement, c'est un peu le cadre que moi j'envisage, sur lequel j'essaye de réfléchir, sur le cadre finalement de cette nouvelle politique économique, qui soit une politique économique qui ne gère pas seulement les urgences, on va parler évidemment des urgences dans cette table ronde et j'en parlerai un petit peu, mais qui également engage réellement une modification en profondeur de l'organisation économique afin de pouvoir apporter une réponse à la crise du néolibéralisme qui est aussi, qui est une variante de la double crise dont on a parlé. Alors, pour aborder cette nouvelle politique économique, à mon avis, il y a deux conditions importantes. La première, c'est d'avoir une définition claire de l'objectif que l'on cherche à atteindre. Alors, évidemment, c'est-à-dire finalement de savoir où on veut aller lorsque l'on se lance dans une politique de cette nature, qui est une politique donc transformative, qui veut transformer le mode économique. Alors, c'est pas à moi de décider ce qu'on doit faire, c'est le processus démocratique, mais on peut réfléchir quand même, en partant toujours de cette double crise que l'on a évoquée, de savoir comment finalement on peut essayer de modifier la structure économique pour parvenir à ça. Et pour moi, cette double crise, au fond, elle vient de l'incapacité d'une organisation fondée sur un système marchand, un système qui, en fait, donne la priorité au prix, où le prix, en fait, détermine les besoins, bien de faire face à cette double crise. Et pour sortir de ça, je pense qu'il faut envisager effectivement une rupture avec une organisation économique qui est celle d'aujourd'hui, où la question des besoins, elle est prise en compte, on prend en compte les besoins, mais elle l'est à travers le système de prix et donc à travers les marchés. Donc, pour moi, gérer cette double crise, c'est se donner l'objectif d'une démarchandisation de la société, ou en tout cas d'un processus de démarchandisation de la société. Et donc ça signifie qu'il ne faut pas seulement, évidemment on en parlera, mais protéger les services publics et les développer, mais ça veut dire aussi qu'il faut réfléchir à cette démarchandisation dans d'autres domaines, qui est celui de la production, de l'écologie, du travail, voilà. Donc une fois qu'on a posé ce premier objectif, qui pour moi est une première condition de l'action d'une nouvelle politique économique, il y a une deuxième condition qui se pose, qui est, enfin, une deuxième condition qui regroupe, vous allez voir, plusieurs autres, qui est en fait celle des contraintes. Quand on s'est donné cet objectif, c'est bien, mais en fait, après, on va devoir faire face à un certain nombre de contraintes qui vont en fait déterminer le succès ou l'échec de cette politique. J'attends juste là.
Alors, dans ces contraintes, il y a des contraintes de différentes natures, on va le voir. Il y a des contraintes qui sont totalement incontournables, auxquelles finalement le processus démocratique ne peut pas faire grand-chose. Et puis, il y a des contraintes qui peuvent être gérées et prises en compte par le processus démocratique à partir du moment, effectivement, où on en est conscient et où on est déterminé à les dépasser. La première contrainte, je ne vais pas du tout le développer parce qu'en fait on a là deux économistes très brillants qui vont sans doute en parler. Ce sont des contraintes techniques en fait, la politique monétaire, la politique budgétaire, le rôle de l'État, voilà. Bon. Simplement je voudrais donner deux petites réflexions sur cette contrainte technique. La première, c'est que, et mes co-intervenants vont sans doute vous le montrer, ce ne sont pas des contraintes qui sont insurmontables. Donc il y a des solutions, il y a des outils, et vous allez sans doute le voir. La deuxième remarque que je voudrais faire là-dessus, c'est évidemment celle que l'on a brièvement évoquée tout à l'heure, qui est celui du rôle de l'État dans ces contraintes techniques. Anne-Laure a écrit évidemment un livre que je vous recommande également sur le sujet, mais je crois que c'est important d'avoir en tête que dans le néolibéralisme, l'État est un acteur central et que donc l'État en soi, une politique étatique en soi n'est pas une politique en fait de transformation, et donc il faut effectivement insérer l'État dans cette politique plus générale de démarchandisation et de démocratisation. Parce que je ne l'ai pas précisé, mais effectivement la démarchandisation, ça veut dire quoi? Ça veut dire remplacer le système de prix finalement par un système démocratique. Donc c'est un système de démocratisation. Donc voilà, il y a au travers de ce rôle de l'État dont on va peut-être parler, je pense que l'élément essentiel, c'est d'avoir effectivement cette notion de démocratisation de l'État. Et ça, c'est un élément qui est important. La deuxième contrainte, donc ça c'était la contrainte technique, la deuxième contrainte, c'est, je l'ai appelée de façon un peu rapide, la contrainte physique. Ça suppose deux formes de contraintes, une qui est gérable, disons, et puis une qui n'est pas gérable, en fait, qui est insurmontable par les forces humaines et qu'il va falloir intégrer, en fait, dans la politique. La première contrainte, c'est la contrainte des ressources. Évidemment, pour produire, pour satisfaire certains besoins, eh bien, il faut des ressources, des matières premières, des semis en agriculture, enfin voilà, tout un tas de choses, de l'eau, des choses comme ça. Bon. Et il y a des ressources en fait qui, sur le territoire d'un pays qui veut s'engager dans une politique comme ça, ne sont pas disponibles en fait. Donc il faut avoir recours à des échanges, à du commerce extérieur, à des échanges, à des accords. Voilà. Donc ça, bon, on pourra en parler si ça vous intéresse davantage, mais c'est quelque chose qui est une contrainte qui est relativement forte parce que effectivement, on va le voir, il y a notamment dans l'utilisation de la monnaie des choses qui sont faisables avec la monnaie nationale ou la monnaie d'un groupe de pays, mais lorsque vous voulez du pétrole, il vous faut du dollar, donc, ou des yuan maintenant, bref, voilà, il vous faut d'autres monnaies. Donc il faut passer par un système marchand, là pour le coup, qui est un système de commerce international. Donc ça, il faut intégrer cette contrainte-là dans la politique économique qui va être la nôtre. La deuxième contrainte, et celle-là, à mon avis, elle n'est pas surmontable directement, c'est la contrainte climatique, évidemment. Ça, aucun processus démocratique ne fera que le changement climatique s'arrêtera parce qu'on a décidé que ça s'arrêtait. Donc, il faut intégrer cette contrainte-là, en fait, dans la politique économique, à la fois comme un objectif, c'est-à-dire comment on peut se prémunir, réduire les effets, se prémunir de ces effets-là et faire en sorte que, voilà, on puisse survivre dans un monde où aujourd'hui les températures vont augmenter et là on peut pas directement inverser le cours de l'histoire, même si on peut le freiner, même si on a évidemment des choses de ce point de vue-là. Donc ça, c'est première chose, un objectif. Et puis deuxièmement, une contrainte, c'est que voilà, si dans un monde marqué par la crise écologique, on ne peut pas faire n'importe quoi en termes d'extraction, en termes de consommation d'énergie fossile et en termes de biodiversité aussi. C'est un élément qu'on oublie souvent mais qui est essentiel. Et donc toutes les décisions des politiques économiques doivent tenir dans ce cadre-là de cette contrainte physique de la crise écologique.
Ensuite, il y a un troisième groupe de contraintes qui est grossièrement un groupe politique et que je vais là aussi diviser en deux parts. La première part, c'est la contrainte que j'appelle sociale, c'est-à-dire la contrainte de l'acceptation de la société, ce que la société est prête à accepter en termes de démarchandisation, en termes de recours aux contraintes techniques, enfin aux outils techniques qu'on aura développés. Donc ça, c'est un élément qui est important parce qu'en fait, lorsque l'on s'engage dans une politique de transformation en profondeur de l'économie, on a toujours des oppositions sociales. Il y a des groupes sociaux en fait qui vont perdre dans ce processus-là, et ça c'est normal en fait. Dans tout processus de transformation, il y a des perdants en fait. Donc il faut aussi prendre ça en compte, et faire en sorte que on puisse trouver une politique qui soit acceptée par une majorité sociale importante. Et ça, je pense que ça se fait en amont par un travail de contre-hégémonie important. Et là, enfin, pas être très pessimiste, mais pour le moment, on en est un peu loin. Donc, c'est un travail qui est important, c'est un travail culturel, c'est un travail il faut travailler en fait la société autour de ces objectifs. Donc ça, c'est la première contrainte sociale. Et la deuxième contrainte, c'est la contrainte politique. C'est-à-dire les expériences en fait, de transformation que l'on a développées au cours de l'histoire nous montrent que souvent, en fait, ces réticences au sein de la société vis-à-vis de la transformation, eh bien, elles amènent en fait, des changements de politique, parce que les gens qui sont au pouvoir, en fait, ils ont peur de perdre leur majorité, ils ne veulent pas aller à l'encontre, effectivement, des oppositions sociales, et donc, eh bien, on a des reculs, des compromis, des choses comme ça qui se développent et qui souvent entraînent à terme l'abandon en fait, de la transformation. Je vous rappelle que la rigueur en 1983, elle était temporaire. Donc, c'était une parenthèse. Hein. Donc, voilà. Bon, on désespère pas de la refermer, mais enfin, voilà. Donc c'est un élément qui est extrêmement important et qui suppose à la fois ce travail sur la société dont je vous parlais précédemment, mais aussi eh bien, de la détermination et du relais aussi dans les mouvements sociaux, c'est-à-dire ne pas réaliser cette politique économique de transformation uniquement eh bien depuis un centre opérationnel au cœur de l'État et qui en fait diffuserait sur le reste de la société. Ça suppose qu'il puisse y avoir des contre-pouvoirs aussi qui viennent freiner les tentatives de recul, et ça suppose aussi qu'il y ait des relais dans la société, et donc une politique comme ça ne se construit qu'avec ces relais sociaux. Donc je ne suis pas rentré, je vais m'arrêter là parce que je crois que je suis déjà au bout du temps qui m'est imparti, je ne suis pas rentré dans le détail exact de la transformation économique. Moi, j'ai essayé juste de dresser un peu ce qui me semble être le cadre dans lequel on doit s'engager pour faire une transformation en profondeur. Mais évidemment, d'abord, je pense qu'on en parlera ensuite. Et évidemment, ensuite, dans vos questions, si vous le souhaitez, on pourra rentrer un peu plus dans le détail de ce que l'on peut, doit et veut faire. Voilà. Merci beaucoup pour votre attention. Merci Romaric Gaudin, et je passe la parole maintenant à Anne-Laure Delatte, effectivement, qui a travaillé, comme je vous le disais tout à l'heure, sur la question du rôle de l'État, notamment, État entendu au sens de la puissance publique, qu'elle soit monétaire, budgétaire, mais elle va sans doute le dire, dans la manière dont l'économie fonctionne aujourd'hui et depuis un certain nombre d'années, et évidemment dans la manière dont il pourrait être mis peut-être au service d'une autre politique. Merci beaucoup, vous m'entendez ? Et merci beaucoup pour cette invitation. C'est toujours un plaisir de venir. C'est ma 3e année aux Amphis, donc j'ai l'impression d'être une ancienne maintenant. Et merci à Mathias d'avoir organisé cette table ronde, parce que bon, je vous connais bien tous les deux et on discute souvent, donc c'est sympa de pouvoir parler en public ensuite de ce dont on peut discuter ensemble au cours de l'année. Voilà. Alors. Il faut que je me mette tout près ou il faut que je parle plus fort ? Donc la question
j'ai essayé d'angler un peu ma présentation avec une question que tu m'as posée en particulier, qui est que tu as posée dans ton introduction, c'est est-ce que l'État est vraiment au service de l'intérêt général ? Et comme Romaric l'a dit avant, on a aujourd'hui un État néolibéral. Or, dans le néolibéralisme, l'État, il est vraiment au cœur du système. Donc je vais essayer de revenir là-dessus en se disant qu'est-ce qui s'est passé au cours des dernières décennies. Est-ce qu'il y a eu des transformations profondes de l'action publique, la façon dont l'État intervient, et qui pourrait expliquer plusieurs choses. D'une part, cette impression en tant que citoyen que l'État n'est plus vraiment à notre service, par une baisse de l'investissement dans les services publics, par un détricotage du contrat social, de la protection sociale, mais aussi cette intuition que si on continue comme ça, avec cet État-là, en fait, cet État ne sera pas capable de prendre les mesures radicales, utiles, pour bifurquer, pour vraiment changer le système et ne pas aller droit dans le mur. Donc là, je fais une petite pub pour mon bouquin, mais pour changer le système et arrêter le processus de la crise climatique, ou en tout cas s'y ajuster au mieux. Et notamment, je reprends ce qu'a dit Romaric sur le sortir du marché. En fait, il faudrait sortir une grande partie de nos activités du marché. Pourquoi ? Parce qu'au cœur du marché, il y a cette notion de profit qui va en contradiction avec parfois l'intérêt général et souvent l'impératif climatique. Mais je vais essayer de vous montrer qu'il y a eu des transformations au cours des 40 dernières années qui entraînent qu'on a un État qui est au cœur du marché et qui est même au service du marché, au service des entreprises. Et c'est ce qui pourrait, du coup, expliquer notre intuition que finalement cet État-là n'est pas exactement au cœur de l'intérêt général. Alors, il y a un paradoxe que depuis que j'ai sorti le bouquin, je n'y échappe jamais quand j'ai un interlocuteur plutôt de l'autre côté du spectre politique qui me dit « mais attendez, on est dans un État, vous pouvez pas dire que c'est un État libéral, ultra-libéral, on a 60% de PIB de dette publique, de dépenses publiques, ce qui est un des ratios les plus importants dans le monde. On a énormément de dettes publiques. On a une Banque de France qui finance une partie de la dette publique française. Donc, qu'est-ce que vous racontez ? On ne peut pas dire que c'est un État libéral. Donc, c'est Dominique Seux notamment, mais vous voyez qui c'est. Mais j'ai eu le droit à plusieurs fois ce commentaire-là. Et justement, je trouve que c'est intéressant parce qu'il faut vraiment partir de ce paradoxe-là et puis s'en servir éventuellement dans un déjeuner du dimanche quand on a ce genre de questions. Parce que oui, il y a un gros paradoxe. On a un État qui intervient énormément et qui intervient même plus qu'au sortir de la Seconde Guerre mondiale. En chiffres, quand on était sous la planification, en pleine planification, en fait, on n'avait pas autant de dépenses publiques sur le PIB. Et la Banque de France, qui était le bras armé du Trésor, ce qui est devenu Bercy, intervenait moins et prêtait moins d'argent au Trésor que ce qu'elle fait aujourd'hui. Donc on a un vrai paradoxe, on a un État qui est au cœur du système économique. Mais ce que révèlent les données, si vous regardez, alors ce que j'ai fait pour ce travail, c'est que je suis allée collecter des données depuis 1949, qui sont complètement publiques à l'INSEE. Vous pouvez trouver des données sur la fiscalité française depuis 1949. Je suis allée chercher des données qui sont beaucoup moins publiques sur les niches fiscales. C'est ce qu'on appelle les dépenses fiscales. Alors, c'est quoi les niches fiscales ? Vous savez tous ce que c'est. On peut aider les entreprises et les ménages de plusieurs façons. Vous pouvez leur donner des subventions, mais vous pouvez aussi les exonérer de certains impôts ou leur donner des crédits d'impôt. Ce n'est pas exactement la même chose, mais ça revient au même, qui est que plus vous donnez des exonérations ou des crédits, moins on paye d'impôts. Et ça s'appelle des dépenses fiscales, c'est des aides publiques qu'on donne aux ménages, par exemple, sous la forme de, si vous avez eu une nounou à domicile, vous savez ce que c'est. D'ailleurs, c'est la première, la première niche fiscale pour les ménages, c'est les emplois à domicile. Vous voyez bien à qui ça s'adresse, en fait.
Et donc, vous avez aussi une politique d'aide publique, de soutien public aux entreprises, d'investissement, etc. Et donc, avec Ayman Abdel-Salam, qui est là d'ailleurs, qui donne une conférence ici, en fait, je me suis appuyée sur les données qu'il a collectées. Je vous jure que c'est vraiment un boulot de dingue, parce qu'il est allé chercher les PLF, donc les projets de loi de finances depuis 1979, aux archives papier, et il a récupéré toutes les niches fiscales qu'on a pu mettre en place depuis 40 ans. C'est hyper important de faire ce travail-là, parce qu'en fait, personne ne l'avait jamais fait. Donc, on n'était pas capable de quantifier combien on avait donné à la fois aux ménages et aux entreprises sous ces formes-là. Alors, j'ai ces données INSEE, fiscalité, combien on paye d'impôts. J'ai les données combien en fait on grignote d'impôts du côté des ménages et des entreprises. Et je suis aussi allée regarder le bilan de la Banque de France depuis 1949 pour voir comment est-ce qu'elle l'utilise. Et en fait, ce que ça raconte comme histoire, c'est très simple. C'est qu'on a un État qui intervient bien davantage qu'après la Seconde Guerre mondiale, pendant la planification. Je vous ai donné les chiffres, mais ceci se fait plutôt au service du marché. En fait, le récit vraiment qu'il faut retenir sur l'action publique, c'est que quand on est sorti de la Seconde Guerre mondiale, on avait deux principes, c'était construire une protection sociale et planifier. On a détricoté ça pendant les années 70, 80. On a mis l'opprobre sur l'État en disant qu'il n'y avait pas d'efficacité, qu'il fallait absolument détricoter tout ça. Mais en fait, on a dévoué une grande partie de son action aux entreprises, ce qui est assez logique, parce qu'en fait, dans les années 70, arrive aussi le grand retour du libéralisme, du marché, où on dit l'efficacité, la performance, elle est du côté des entreprises. Mais c'est là qu'on redécouvre le néolibéralisme, le nouveau libéralisme. On dit attention, en fait, le marché, il ne marche pas tout seul. Il ne fonctionne pas vraiment tout seul. Si on le laisse marcher tout seul, il va avoir des crises, des dysfonctionnements, des injustices. Et donc, on a besoin de l'État pour l'aider à fonctionner. Et vraiment, ce qui est intéressant, c'est que c'est Foucault qui en parle, notamment le philosophe, dès 1979, dans ses leçons au Collège de France. Il dit attention, on est en train de subir une énorme transformation dans l'action publique. Il en a l'intuition, mais ce qui est intéressant, c'est que là, maintenant, aujourd'hui, on peut vraiment le documenter. Il en a l'intuition en 1979, et vraiment, ça commence dans les années 80, mais ça s'accélère à partir des années 2000. Et il y a une tendance vraiment très, très, très importante. Donc, c'est pas Macron qui a mis ça en place. Après, lui, il l'accélère. Enfin, en tout cas, il est vraiment dans ce mouvement-là complètement. Mais c'est vraiment quelque chose qui se met en place dans les années 90-2000. Je vais en arriver à... Du coup, qu'est-ce que ça veut dire un État qui est au service du marché ? Malheureusement, du marché, donc de l'activité économique, malheureusement... je vais pas c'est pas un secret, on a une économie très carbonée. En fait, la plupart du temps, quand on consomme ou quand on produit, on émet des émissions carbone. On fait de l'émission carbone. On voudrait bien en changer. On voudrait bien prendre plus le train, consommer des choses en seconde main. On a tous. J'imagine que dans la salle, vous êtes nombreux comme moi à essayer de changer de mode de vie. Mais pour l'instant, on a un mode de consommation et de production qui est à 80% carboné. Et donc, quand l'État s'est mis au service du marché, qu'est-ce qui s'est passé ? Que ça soit du côté de la Banque de France ou du côté de nos impôts, en fait, elle s'est mise au service d'entreprises qui faisaient des émissions carbone. Et donc, pour le dire de façon très provocante, nos impôts financent une grande partie des émissions carbone en France. Parce qu'on subventionne, on aide des entreprises qui sont émettrices d'émissions et qui sont basées sur des énergies fossiles. Donc c'est le point vraiment sur lequel je voudrais insister, et je vais finir là-dessus, c'est que est-ce qu'on est dans l'intérêt général ? Non, j'ai essayé de vous montrer qu'on s'est dévié de ça, mais pas de chance. Le mur climatique arrivant, il se trouve qu'on a une deuxième implication qui est vraiment la gravissime. C'est-à-dire qu'en fait, on s'est détourné de l'intérêt général, c'est la première crise sociale dont parlait Romaric. Maintenant qu'on arrive devant le mur climatique, on se rend compte qu'on a cette deuxième crise dont parlait Romaric. Le problème, c'est que l'action publique
contemporaine, elle ne peut pas régler ce problème-là, puisqu'elle est au service de l'État, elle est au service des entreprises. Et il y a vraiment un logiciel de pensée au service des entreprises. Je vous donne juste un chiffre. Donc, on a regardé les subventions publiques et on est en train de regarder tout ce qui est exonération, mais sur les subventions, la moitié des subventions depuis 1979 va aux secteurs les plus carbonés. Si vous divisez tous les secteurs d'activité en 4, vous mettez 4 gros paniers, eh bien la moitié des subventions depuis 1979 va au 4e panier. Donc c'est juste pour vous dire que on a financé essentiellement de l'énergie, de l'économie très carbonée. Et du coup, quand on nous dit on va faire des transferts, on va changer le modèle économique, etc., en fait, concrètement, les aides publiques aux entreprises, c'est environ 200 milliards en moyenne depuis 2016. En fait, aujourd'hui, c'est plutôt 270, mais on va se dire que c'est 200. Le budget vert, c'est 37 milliards. Vous voyez, donc en fait, on peut nous en faire des tonnes sur le fait oui, on investit, mais attendez, je donne des subventions au secteur vert, etc. Oui, mais en fait, avec ta main gauche, tu donnes 37 milliards, mais avec ta main droite, tu donnes 200 milliards. Donc voilà, il me semble, pour finir, le point, c'est que là, on n'est pas dans de la politique incrémentale, en fait. On n'est pas dans des petites mesures qui pourraient nous permettre, même si on avait plus de ressources, on pourrait financer davantage d'innovation verte. Non, en fait, le problème, c'est qu'une partie de notre budget est au service d'émissions carbone. Et donc, en tant que citoyen, citoyenne, moi, ça m'insurge. Enfin, moi, ça me met très en colère, en fait, de me dire que les impôts que je paye sont en partie utilisés pour financer ça. Et donc, il me semble que c'est un sujet important à mettre dans le débat public. Merci Anne-Laure. Et effectivement, je vous renvoie encore une fois à son livre, où vous retrouvez les chiffres qu'elle a évoqués et beaucoup d'autres. Et justement, à propos de cet argent qui existe, de l'argent qui est nécessaire pour tout ça, je pense que Éric Baird va sans doute évoquer aussi le sujet. Donc je lui laisse la parole, Éric Baird, économiste et co-responsable du département d'économie de l'Institut La Boétie. Merci Mathias. Bonjour à toutes et à tous, puis merci également pour l'invitation à participer à ce débat. Alors moi je vais effectivement mettre un peu plus l'accent sur la question du financement un peu de cette bifurcation écologique, de ce qu'il serait possible de faire, des marges de manœuvre que l'on peut avoir en la matière. Alors, Romaric et Anne-Laure ont déjà tracé la route vers quoi il faudrait aller, et maintenant c'est comment, par quels moyens, comment mobiliser, quels moyens mobiliser pour réaliser cette bifurcation écologique. Alors, on nous dit toujours que ça va nécessiter des sommes très importantes, mais en préambule, il y a un point important, c'est que le coût de l'inaction est bien plus élevé que le coût même important que l'on doit supporter monétairement, financièrement, pour réaliser cette bifurcation écologique. Alors, ça passe bien évidemment par la fiscalité, hein, ça a été rappelé, on subventionne beaucoup le secteur carboné, il y a tout un tas de niches fiscales qui sont inutiles et qui pourraient être supprimées très rapidement, hein, juste pour l'exemple, rien que dans le projet de loi de finances de 2023, hein, il y avait un rapport annexé, un rapport sur l'impact environnemental du budget de l'État, où il était montré qu'il y a 120 niches fiscales qui ont un effet négatif sur le climat et qui représentent à peu près 4,5 milliards d'euros. Bon, déjà ça, on pourrait supprimer et ça nous ferait un petit volant supplémentaire. Alors évidemment, 4,5 milliards, on est bien loin des sommes qui seraient nécessaires. Le récent rapport Pisani-Ferry-Mahfouz qui est sorti au printemps estime, lui, qu'il faudrait 60-70 milliards annuellement de surinvestissement pour réaliser cette bifurcation écologique. Alors, il
il y a des choses qui ont été faites, notamment au niveau européen. Au niveau européen, on avait eu le plan de relance européen au moment de la crise sanitaire, et puis dont l'idée est aussi de préparer le monde d'après, puisqu'on nous avait dit que rien ne serait plus comme avant. C'est comme la parenthèse de 83, on attend que le monde d'avant se termine et que le monde d'après arrive, donc il va arriver, mais quand donc là aussi c'était très largement sous-dimensionné. La Commission européenne notamment a aussi mis en place un plan pluriannuel pour la transition écologique, de 100 milliards d'euros par an pendant 10 ans. Bon, là où la Cour des comptes européenne dit qu'il faudrait 1100 milliards par an pour réaliser cette bifurcation écologique. Donc l'ambition européenne, elle est très 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 en deçà de ce que l'on aurait besoin. Alors, tout ça n'est pas suffisant. Et puis, quand en plus vous ajoutez à ce tableau le fait qu'en France, on a un gouvernement dont la boussole est « je baisse les impôts et je veux réduire la dette », vous voyez bien que les marges de manœuvre pour faire de la bifurcation écologique deviennent très 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 restreintes. On aurait besoin d'une fiscalité beaucoup plus progressive, redistributive et orientée vers la satisfaction, puisqu'on est sur la satisfaction des besoins, la satisfaction d'un certain nombre de besoins sociaux et cette bifurcation écologique, les deux allant de pair. Les questions sociales et environnementales sont intimement liées et on ne réglera pas l'un sans l'autre. Mais tout ça va certainement être insuffisant et évidemment il va falloir recourir à l'endettement. Donc ça veut dire qu'il faut revenir en quelque sorte sur tout ce que fait le gouvernement actuel, et il faudrait même faire à peu près l'inverse de ce qu'il fait et de ce que font aussi les banques centrales. La logique actuelle donc de baisse de la dette, au moment où on a besoin justement d'investissements publics massifs, c'est totalement suicidaire. Augmenter les taux d'intérêt comme le font les banques centrales aujourd'hui, eh bien là aussi c'est renchérir le coût des investissements en matière de transition et de bifurcation écologique. Alors, je crois que ce qu'il faut bien avoir en tête, alors après 40 ans de néolibéralisme qui nous a martelé le message inverse, c'est que, en fait, en matière de politique économique, on a deux grands leviers. La politique budgétaire, on agit sur la fiscalité d'un côté, on agit sur les dépenses publiques de l'autre, et la politique monétaire. Bon, la construction européenne a fait que le levier monétaire a été transféré à une banque centrale indépendante et le politique n'a plus voix au chapitre là-dessus. Mais justement, pour affronter les défis qui sont les nôtres, tant sociaux qu'environnementaux, l'urgence est de réhabiliter la politique budgétaire, puisque c'est la politique budgétaire qui, elle, est la plus à même de permettre la réalisation de ces objectifs, des objectifs sociaux et environnementaux, qui restent, comme disait Romaric, à définir collectivement, bien évidemment. Et la politique monétaire, elle doit venir à son service. Aujourd'hui, on est dans quelque chose de complètement inversé, c'est-à-dire qu'on a corseté la politique budgétaire avec des règles de déficit, etc., que personne à peu près respecte, mais malgré tout, elles existent et on nous les brandit à intervalles réguliers. Et le gouvernement actuel, en bon élève de l'Europe néolibérale, a pris l'engagement de revenir à un déficit public à 2,7% du PIB en 2027, c'est à peu près 5% aujourd'hui, et à réduire le niveau de la dette pour arriver à 108% en 2027, alors qu'on est à 112% aujourd'hui. Mais tout ça, très bien, sont des objectifs comptables, mais qui sont totalement hors sol par rapport aux enjeux que l'on veut, aux enjeux qui nous font face, aux défis auxquels on a à faire face, et à tout ce que l'on doit financer. Alors,
les marges de manœuvre, elles peuvent exister je vois que le temps passe, pour lancer après la discussion, on peut en citer quelques-uns, et notamment au niveau monétaire, parce qu'on nous dit, oui, bon, la politique monétaire, elle nous contraint très fortement, c'est vrai. Les banques centrales européennes jouent du taux d'intérêt, c'est vrai. Mais ce qu'il faut regarder aussi, c'est que, paradoxalement, l'inflation actuelle pourrait ne pas être un si grand ennemi que ça, à condition, bien évidemment, que cela ne se traduise, que cette inflation elle ne soit pas supportée par l'ensemble des ménages, et à condition qu'on ait une augmentation des salaires qui, à minima, suivent le rythme de l'inflation pour ne pas perdre en termes de pouvoir d'achat. Pourquoi l'inflation pourrait avoir des effets intéressants ? L'inflation, ça participe à ce que Keynes appelait en son temps l'euthanasie des rentiers. C'est-à-dire que ça mange la rente. Ça réduit la valeur réelle de l'épargne, des différents épargnants. Donc, de ce côté-là, ça a un effet plutôt positif. Ça a un autre effet positif, tant que les taux d'intérêt, même s'ils augmentent aujourd'hui, ils restent inférieurs à l'inflation. C'est-à-dire que le taux d'intérêt réel, ce que ça coûte réellement pour un emprunteur, c'est la différence entre le taux d'intérêt dit nominal et le taux d'inflation, eh bien, ça représente le coût réel. Et quand c'est négatif, ça veut dire en gros que vous remboursez moins que ce que vous avez emprunté. Et là, si on a besoin de lancer des plans d'investissement public massifs, ce que l'on est un certain nombre à avoir dit déjà depuis pas mal d'années, on avait même des taux d'intérêt nominaux négatifs à un moment. L'État se finançait à des taux d'intérêt négatifs. Donc c'était le moment de justement d'emprunter pour lancer ces grands projets, ces grands programmes d'investissement public tournés vers la bifurcation écologique. Les néolibéraux considèrent que la dette c'est mal, point. Donc il faut réduire la dette, Mais on a des marges de manœuvre. On a des marges de manœuvre, par exemple, si, imaginons, un gouvernement NUPES ou France Insoumise arrivait au pouvoir, et c'était dans le programme l'an dernier d'ailleurs, il y a l'idée de la création d'un pôle public bancaire. Alors, ce n'est pas une panacée, ça ne va pas régler tous les problèmes, mais ça peut permettre déjà d'en contourner un certain nombre. Si vous avez un pôle public bancaire, vous pouvez aussi décider que ces banques publiques doivent détenir un certain montant, un certain volume de titres de dette publique. Alors, je suis bien d'accord avec toi, l'idée c'est de démarchandiser et de sortir le plus possible du financement par les marchés financiers, mais même dans le cadre actuel, il y a ces marges de manœuvre qui pourraient être possibles. Ça permettrait à l'État d'être assuré d'un montant minimum de financement à un coût aussi qui pourrait rester contrôlé et modeste du fait de la demande qui s'exercerait par ces banques publiques. Et puis je dirais qu'il va peut-être, dans la configuration actuelle et dans les changements à venir, il va peut-être falloir s'habituer à ce que l'on ait une inflation un peu plus élevée, durablement, peut-être, parce que on est peut-être rentré dans un moment où on va avoir une économie de pénurie à intervalles réguliers due à des crises climatiques, etc., etc. Donc, on peut se servir de la situation actuelle pour la retourner au bénéfice de la satisfaction de ces besoins dont on a parlé, pour engager enfin cette bifurcation écologique et pour mettre tout ça au service aussi du bien commun. J'ai plus de mal avec la notion d'intérêt général parce qu'il y a toujours des intérêts antagoniques dans une société, mais au moins tourner vers ce bien commun. Voilà, je m'arrête là pour l'instant et puis on pourra rebondir pendant la discussion. Merci.
Merci Eric. Alors, pour rebondir justement sur ce que tu viens de dire, l'intérêt général, il y en a au moins un, je pense, qui peut tous nous paraître évident. C'est l'intérêt général humain qu'il y a à pouvoir survivre sur une planète qui reste habitable. On le dit ici, on a quelques jours de canicule, mais vous avez vu cet été certains pays atteindre des températures à plus de 50 degrés à l'ombre, rendant obligatoire l'arrêt du pays, purement et simplement. Parce que vous ne pouvez plus, ne serait-ce que faire sortir les gens pour aller travailler, ou alors que vous êtes obligé de dépenser de telles quantités d'énergie pour climatiser qu'il vaut mieux que les gens restent chez eux plutôt que de les faire travailler. Situation qui montre bien que avoir de l'argent ou avoir du pétrole ne suffit pas à faire face au changement climatique. Et si je commence par là, c'est pas seulement pour rebondir sur la balle que lançait Eric, c'est parce qu'on a ici en France, encore au début de cette semaine, des gens qui nous disent « le GIEC exagère ». C'est ce député du Rassemblement national, vous l'avez entendu. Il y a eu hier ou avant-hier un débat aux États-Unis entre les candidats républicains pour la prochaine présidentielle. Et c'est le même type de discours, climato-sceptique, qui consiste à dire « mais non, c'est pas si grave, de toute façon il a toujours fait chaud l'été ». Non, ce n'est pas vrai. Il fait de plus en plus chaud à l'échelle planétaire, il fait de plus en plus chaud, particulièrement sous les latitudes européennes, et de plus, ce dérèglement produit des phénomènes extrêmes qui sont particulièrement dangereux, particulièrement importants, qui viennent à désorganiser la société dans laquelle nous vivons et qui vont rendre inhabitable un certain nombre de territoires. Et qui vont amener, y compris des déplacements de population à l'échelle du monde, mais y compris à l'échelle de chacun des pays, et sans doute en France. Alors, bien sûr, il y en a toujours qui se servent de ça pour faire des jeux de mots curieux. Vous avez le maire de La Baule, Franck Louvrier, ancien sarkozyste, qui dit « Ah, mais nous, on prend notre part des réfugiés climatiques, on accueille les réfugiés de la Côte d'Azur pour qui il fait trop chaud là-bas, maintenant ils viennent à La Baule. » Bon, évidemment que ce n'est pas cette manière-là dont nous traitons ce sujet. Mais je veux signaler là que ne rien faire a un coût économique, a un coût écologique et a un coût social. Et ce qui est punitif, ce n'est pas l'écologie. Ce qui est punitif, c'est de ne pas faire d'écologie. C'est pour ça que nous portons cette idée d'écologie populaire. Parce que nous croyons, nous sommes convaincus que ce sont les plus pauvres, les classes populaires, les travailleurs qui sont déjà et qui vont être les premières victimes du dérèglement climatique si nous n'agissons pas là-dessus. Et que, oui, il va y avoir des perdants. Mais il y en a déjà. Quand vous êtes par 40 ou 42 degrés à l'ombre dans une tour HLM où vous n'avez pas la clim, vous êtes un perdant. Quand vous êtes condamné à boire une eau qui n'est pas salubre, comme c'est le cas d'un certain nombre de nos concitoyens dans les territoires d'outre-mer, mais aussi dans nos territoires, ou que vous n'avez plus d'eau du tout, comme le découvrent, y compris dans le Var, des gens qui peut-être iront après à La Baule, des maires LR qui prennent des arrêtés pour suspendre les permis de construire. Parce qu'il n'y a plus d'eau potable. Il y a des perdants, il y en a déjà. La question, c'est qui sont ces perdants? Est-ce que c'est ceux qui ont déjà rien ou est-ce que c'est ceux qui ont beaucoup, et même souvent beaucoup trop, et qui en plus polluent particulièrement du fait de leur richesse? Je vous rappelle, le patrimoine financier de 63 milliardaires français émet autant de gaz à effet de serre que le patrimoine financier de la moitié de la population française. 63 personnes et 33 millions de personnes de l'autre côté. Donc, si on veut affronter le changement climatique, il faut faire sauter la banque des plus riches, au moins celle-là. C'est-à-dire qu'il faut partager les richesses. Et c'est là qu'on vient, y compris quelqu'un comme M. Pisani-Ferry, qui avait fait le programme de M. Macron il y a 5 ans, qui dit on va être obligé quand même de faire une taxe sur les revenus et le patrimoine, surtout des plus riches. Au moins une taxe temporaire, au moins quelques pourcents. Nous, on appelle ça l'impôt sur la fortune. On ne voit pas pourquoi ça devrait être temporaire, mais au moins, même lui vient à cette porte d'entrée. Alors, on pourrait ouvrir la parenthèse d'un ISF pour faire plaisir à M. Pisani-Ferry, et puis, comme l'autre, on verra quand on la refermera. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'on a un gouvernement, et Anne-Laure l'a assez bien dit, qui poursuit une logique, mais qui fait le contraire de ce qu'il faut. L'année dernière, en octobre, il y avait la discussion du budget à l'Assemblée nationale. On dépose des amendements, la NUPES,
Plus 3 milliards pour le transport ferroviaire. On se dit, bon, si on veut rouvrir les petites lignes, rénover le matériel, etc., faire du ferroutage, il va falloir de l'argent, plus 3 milliards. L'Assemblée le vote. Pas les macronistes, mais il y avait une majorité pour le voter. On continue la discussion, quelques heures plus tard, rénovation thermique. On dépose un amendement, plus 12 milliards pour la rénovation thermique des logements. Ça paraît une évidence, enfin, au moins avec un peu de recul. On le fait voter. Il y a une majorité dans l'Assemblée pour voter ça. On se dit, bah, là, on commence à avoir un budget qui pourrait être un budget qui veut s'attaquer au moins à l'adaptation au changement climatique. Quelle est la réponse macroniste? Vous avez raison? Non. 49.3, on efface tout. Le budget, c'est celui qu'on avait présenté. Vos amendements pour l'écologie, on n'en veut pas. C'est un 49.3 climaticide qui a été pratiqué à ce moment-là. Et on va avoir la discussion qui va recommencer cette année. Ça vous a été dit quand on vous dit on a trouvé combien 1, 2, peut-être 7 milliards si on compte un peu large pour la transition écologique l'année prochaine. Mais même M. Pisani-Ferry, qui est de votre bord, il vous dit c'est au moins 67 milliards au total par an, dont 30 milliards d'argent public, pas 1, 2 ou 7, 30 milliards. Donc c'est bien nous, quand on défendait dans la campagne présidentielle un plan d'investissement de 100 milliards d'euros par an dans les services publics et la bifurcation écologique, qui étions raisonnables. Et c'est le macronisme qui était déraisonnable, irresponsable. Les responsables, c'est nous. Les irresponsables, c'est eux. C'est au moins d'un point de vue écologique, ça saute aux yeux. Pour plein d'autres aspects aussi, mais au moins celui-là, peut-être, il pourrait l'entendre. Le deuxième élément, c'est que ce n'est pas seulement des décisions politiques, c'est aussi des décisions des acteurs économiques, des actionnaires, du capital, de la banque, si on veut reprendre le titre de cette conférence. Je vous ai parlé des milliardaires français. L'INSEE dit que depuis 2006, il n'y a pas de hausse significative des dépenses de protection de l'environnement dans les industries énergétiques et manufacturières dans notre pays. Depuis 2006, on constate que c'est globalement stable. Alors peut-être qu'ils en parlent plus, mais on ne constate pas d'efforts significatifs. De la même façon, si vous prenez la BNP, la Société Générale, le Crédit Agricole et Total, rien que ces 4 firmes, chacune d'entre elles, pas les 4 ensemble, chacune d'entre elles a, par ses activités, par son patrimoine financier, une empreinte carbone supérieure à celle de la France comme pays. Chacune d'entre elles. Donc il y a bien un moment où il va falloir dire que oui, le capital, dans la manière dont il se comporte aujourd'hui, est écocidaire et que les actionnaires ont un comportement écocidaire et climaticide. Pas individuellement, ce n'est pas une question de morale individuelle, encore que vous pourriez décider de faire autre chose de votre argent que d'avoir des actions ou au moins de les mettre dans certains types de sociétés qui ont besoin de se développer pour faire des énergies renouvelables, par exemple. Mais comme fonctionnement global, la recherche du profit à tout prix n'est pas compatible avec les besoins en investissement dans la bifurcation écologique, dans le changement des modes de production, dans l'abandon d'un certain type de production et dans la reconversion des salariés qui sont dans ces secteurs et dans la transformation des modes de consommation. Même chose, il y a un autre verrou à faire sauter, j'en ai déjà un peu parlé hier, je vais donc assez vite, c'est le verrou européen. On ne peut pas avoir, et c'est la table ronde qui aura lieu ici juste après moi, des règles européennes qui visent à réinstaurer les 3%, la règle des 3% de déficit, des sanctions automatiques, etc., etc., alors que tout le monde dit qu'il va falloir investir. Il va falloir là aussi faire un choix entre le dogme de l'austérité budgétaire et de l'ordolibéralisme notamment défendu par l'Allemagne et le fait qu'on a besoin d'investissements publics et d'investissements privés aussi, mais d'investissements publics aussi pour faire face à la transition écologique. Voilà quelques-unes des principales remarques que je voulais faire. Il y en a une dernière qui est la manière dont on va dépenser cet argent. Là encore, il y aura un débat. Est-ce qu'il faut le donner sous forme de subvention aux entreprises? Je pense que la moindre des choses, c'est qu'on sera tous d'accord pour dire qu'il faut le conditionner. Ça a été très bien dit par Anne-Laure. Et si vous voulez de l'argent public, eh ben, en contrepartie, vous devez changer un certain nombre de choses. La deuxième, c'est est-ce qu'il vaut mieux mettre de l'argent public dans une dépense, on va dire, collective, de type la rénovation des logements collectifs, ou sous forme de subvention individuelle pour que chacun ait acheté sa clim. Et vous aurez, là encore, les libéraux qui viendront vous dire la liberté individuelle,
il faut des crédits d'impôt, etc. Et nous, on doit aussi assumer, bien sûr qu'il y a des dépenses où il faut que les individus, les personnes puissent choisir. Mais il y a un certain nombre de dépenses qu'on gagnera, y compris en termes de coûts et d'efficacité budgétaire, à assumer sur des changements structurels. La cantine bio, avec une prise en charge par la dépense publique des collectivités, avec des maraîchers publics, et avec tout ça, à la fin, financé par un impôt réformé, redistributif et juste. Plutôt que seulement dire à chacun, ceux qui peuvent achèteront du bio, et puis les autres continueront la malbouffe. Et puis éventuellement, on leur donnera un petit ticket pour qu'ils aient le droit d'acheter du bio une fois dans le mois. Peut-être qu'il faudra aussi ce chèque alimentaire, cette sécurité sociale de l'alimentation, mais ce n'est pas la vision libérale de je te donne quelque chose et tu te débrouilles avec. C'est bien une vision globale de transformation dans laquelle on s'inscrit. Voilà, tout ça suppose évidemment, et ça fait écho à ce qui a été dit, à une planification écologique, je ne développe pas, qui repose sur une question démocratique. On ne peut pas faire la bifurcation écologique avec tout le pouvoir des actionnaire, avec tout le pouvoir de la Commission européenne et avec le 49.3, mais ça, je pense que vous en êtes convaincus. Donc je m'arrête là et je laisse la parole à celles et ceux d'entre vous qui voudraient poser des questions avec une exigence, d'abord être bref, et surtout en essayant d'alterner un homme et une femme. Oui, je voulais juste savoir, et je m'adresse en particulier, un petit peu à Monsieur Romaric Gaudin. Oui, pardon. On ne parle jamais de Éric Toussaint pour la répudiation des dettes illégitimes. Est-ce que vous pourriez dire un mot sur cette idée? Voilà. Il y avait madame, je crois. Oui, juste une question par rapport à la démarchisation de la société. Est-ce que vous pensez que c'est pas trop tard, justement, quand on a des pays comme l'Uruguay, où Coca-Cola, notamment, a fait en sorte que l'État ne peut plus reprendre le contrôle de l'eau. Donc, ils ont pompé l'eau. Ça fait que maintenant, les Uruguayens doivent boire de l'eau de mer et on sait que ça entraîne des problèmes médicaux, notamment de l'hypertension. Donc, comment on fait, justement, pour récupérer ce pouvoir-là ? Oui, bonjour, William, conseiller régional des Pays de la Loire. Quand on a parlé tout à l'heure du coût de l'inaction, qui était supérieur au coût de l'action, par exemple, on l'a vu récemment, la hausse du prix de l'énergie qui est passée de 40 € le mégawattheure à 4 000 €. Donc on voit par exemple que c'est un rapport de 1 à 100. Quand on parle climat, tout de suite, je pense pragmatisme. Une des mesures que Mathias t'a évoquées, et tu as parlé de son devenir, c'était la rénovation thermique des logements, pour dire que c'est une mesure très impactante, c'est 8% qu'on pourrait enlever de notre bilan climat. La question, elle est, quand on veut faire sauter la banque, justement, bon, l'État-providence, l'EDA peut aider, il a besoin d'accompagner les plus précaires, mais une rénovation thermique d'un logement, par exemple, c'est 40 000 €. Donc 40 000 € pour quelque chose qui va vous faire baisser votre facture d'énergie, mais qui va être complètement invisible. Et là, pour l'instant, je pense que beaucoup, autrement que les banques, sont frileux. Mais on sait que sur ce dossier-là, les banques, justement, sont extrêmement frileuses, alors qu'on a un effort pratiquement de guerre. On a 500 000, si on veut atteindre, par exemple, 10 millions de rénovations thermiques en 20 ans, on doit en faire 500 000 par an. Les banques ne sont pas du tout au pas de cet élément. Comment on peut amener les banques, justement, à participer à cet effort national? Une main féminine. Bonjour. Moi, j'avais une question à tous les intervenants. Est-ce que vous connaissez la banque éthique et solidaire française qui s'appelle la NEF, sachant qu'il y a d'autres banques éthiques et solidaires en Europe? Et sachant que cette banque prête l'argent des sociétaires pour l'économie bio, l'agriculture bio, les éleveurs bio, pour le social et également pour la culture. C'est une banque qui existe depuis la fin des années 80. Et franchement, on commence vraiment à faire nos preuves, même si nous sommes contrés par la Banque centrale qui ne veut toujours pas
nous donner l'agrément pour pouvoir être une banque avec des comptes courants. Mais pour l'instant, on a délivré des comptes courants pour les associations et les entreprises. Et pour moi, vraiment, ce type de fonctionnement financier, c'est l'avenir et ça rentre dans tout le programme, l'avenir en commun. Voilà, on est en plein dedans. Et par rapport aussi à ce que dit Mélenchon, il a répété plusieurs fois qu'il faut séparer les banques de dépôt et les banques financières. Il y a une main là-bas tout au fond, une là devant et une là encore. Mais on n'est pas très paritaire. Puis après, on redonnera la parole à nos invités. Bonjour à tous, donc moi c'est Vincent. Ma question s'adresse un peu à tous les intervenants en fait. Je voulais moi j'ai décidé de quitter la BNP Paribas il y a quelques mois. Parce que effectivement je savais déjà à l'époque que la BNP avait un bilan carbone totalement affreux, mais ce que je voulais dire c'est que est-ce qu'on peut pas, aujourd'hui j'appartiens à une banque qui s'appelle Helios et qui se revendique d'investir l'argent d'investir son argent donc uniquement dans des projets écolos. Et moi je voulais savoir est-ce que l'État ou l'Union européenne peut pas passer genre un accord avec toutes les banques pour essayer de faire en sorte à ce qu'elles s'engagent vraiment juridiquement à promouvoir des investissements plutôt écolos. Est-ce que l'État, la puissance publique, peut pas faire en sorte que les banques s'engagent là-dessus? Voilà. La dame là-bas, monsieur et monsieur. Bonjour, merci pour vos interventions. Ce que je voulais dire, c'est qu'en fait, on s'en fout de tout ça. Parce que l'économie doit être au service d'un projet, donc d'objectifs. Et ces objectifs, c'est nous qui allons les définir. Et donc, et on va gagner en 2027. Et du coup, les banques, s'ils le font, on les nationalisera. Et puis voilà. Pardon, oui, je vais faire rapide, c'est pour rebondir, j'avais déjà prévu de poser la question, la dame l'a un peu abordée. Je pense qu'il y avait BAL 1, BAL 2, BAL 3 qui avait l'objectif de séparer les banques d'investissement des banques de dépôt. Est-ce que ces fameux BAL ont fait mouche? C'est un mauvais jeu de mots. Sinon, est-ce qu'il y a un espoir que ce soit un jour? Et est-ce que c'est un bien, pour préciser? Merci. Moi, je voudrais reprendre une proposition de Friot. Je voudrais savoir si, plutôt qu'une banque nationalisée, ce ne serait pas mieux d'avoir une socialisation pour l'investissement avec un conventionnement d'entreprise auquel on donnerait des objectifs. C'est-à-dire comme la sécurité sociale, on aurait une cotisation sur les salaires donc pour l'investissement des entreprises. Et pour accéder à cet investissement, il y aurait une convention où il faudrait respecter un certain nombre de règles, comme un docteur qui est conventionné. J'y vois 3 mains et après j'arrête. Alors bonjour déjà, puis merci pour la conférence. J'avais 2 questions. Une très rapide, c'est par rapport à ce qui avait été dit sur les
Le bilan carbone des entreprises qui reçoivent les financements publics, c'est quoi leur taille? On se doute peut-être un petit peu de la réponse, mais voilà, quelles entreprises sont concernées? Et la deuxième question, c'était en admettant qu'on arrive à avoir un certain impact politique en Europe, on est quand même la deuxième économie de l'Union, il y a pas mal de pays du Sud qui seraient probablement prêts à nous suivre dans une voie des politiques plus de gauche. Quelles seraient les nouvelles règles qu'on pourrait donner à cette BCE? Parce qu'on sait que ce n'est pas les mêmes règles ailleurs, ce n'est pas les mêmes objectifs notamment. La Fed, par exemple, se donne aussi l'objectif de réduire le chômage, bon, avec toutes les conséquences que ça a. Et quels sont, donc au-delà de ces objectifs, l'indépendance qu'on pourrait souhaiter pour une banque centrale par rapport au pouvoir public? Bonjour. Moi j'avais envie de dire déjà qu'actuellement l'écologie c'est vraiment traité comme un argument commercial, c'est-à-dire un argument pour vendre et pas du tout comme une politique publique. Si on veut installer des panneaux solaires, ça coûte les yeux de la tête. Il n'y a pas du tout de prise en compte de certaines solutions qui semblent être une évidence, des recours à la géothermie, ou par exemple même des panneaux thermiques, c'est-à-dire pas photovoltaïques, mais à un moment on disait que les piscines dépensaient une facture folle en énergie. Ben, si on met des panneaux thermiques, il me semble, pour chauffer l'eau, on devrait pouvoir trouver des solutions. Et aussi, tout ça, tout est lié, c'est-à-dire qu'on n'isole pas, comme ça les gens ils continuent à enrichir en payant des factures de chauffage complètement folles. Et on dévalue pas, comme ça ceux qui ont accumulé, ils gardent... Enfin voilà, je pourrais dire un tas de choses, mais je vais en rester là. Merci. Dernière question, le monsieur là, David. Voilà. Merci. Bon, alors j'interviens pour vous dire que on est dans un débat théorique, mais il y a un fait concret que je pose. Que faire par rapport à un État policier et judiciaire qui utilise la répression? Si je pose cette question, c'est parce que je viens de Dijon, et la semaine dernière, vous avez peut-être entendu parler, il y a eu 7 jeunes qui sont passés en procès parce qu'ils avaient commis un grand crime. Ils ont peint un mur de la BNP, banque climaticide, et ils ont bouché la fente du distributeur de billets pour protester. Et puis, ces jeunes appartenaient à Extinction Rebellion. L'affaire s'est passée au mois de mai. Ces jeunes, je précise, ils étaient tous, 4 d'entre eux étaient élèves ingénieurs à AgroSup Dijon. Il y en avait un autre qui était déjà ingénieur. Enfin, ils avaient tous des formations supérieures. Alors, ils ont été pris par la police qui connaissait avait déjà eu des informations sur leur action. Ils ont été arrêtés au mois de mai. 42 heures de garde à vue. Comme si c'était 42 heures en principe, ça s'applique à des criminels endurcis. Après ces 42 heures de garde à vue, perquisition chez eux, on les a ramenés chez eux menottés devant tous les voisins, etc., qui se demandaient ce qui se passait. Interdiction ensuite de se voir pendant 3 mois jusqu'au procès. Enfin bref, on a fait la totale. Les perquisitions, je précise, on a trouvé effectivement une pile de tracts protestant contre la dissolution des soulèvements de la terre. Voilà, c'était à peu près tout ce qu'ont trouvé les policiers. Alors face à ça, ces jeunes ont été condamnés la semaine dernière. Alors on n'a pas retenu la délinquance, mais on a transformé ça au degré inférieur, mais qu'ils ont été quand même condamnés. Alors ma question, elle est très simple. On raisonne là-dessus. Lors de leur jugement, ils ont dit on a tout essayé, les manifs pacifiques, l'interpellation des élus, des courriers, des pétitions, il n'y a rien qui marche. Alors moi, je vous réponds, qu'est-ce qu'on peut répondre à ces jeunes qui sont très inquiets pour leur avenir? Merci. On s'arrête là pour que chacun de nos invités ait le temps de répondre. Peut-être pour commencer, puisque la première question était adressée à Romaric Gaudin sur la question des dettes, mais c'est un peu carte blanche en quelques minutes. Il nous reste une vingtaine de minutes pour pouvoir répondre au maximum.
Merci pour toutes ces questions intéressantes. Sur la question de la dette et des dettes illégitimes, moi, encore une fois, je pense que le point de départ, c'est la démocratie. C'est-à-dire, à un moment, il faut changer totalement de logique et donc s'interroger sur quelles sont les priorités en fait de l'organisation économique que l'on souhaite. Si la priorité c'est de pouvoir se financer sur les marchés à des taux intéressants et d'attirer les investisseurs étrangers pour qu'ils ouvrent des méga factories, je ne sais pas quoi, il ne faut pas faire de défaut sur la dette, quoi. C'est pas recommandé. Après, si ce n'est pas notre objectif, si on a d'autres objectifs, il faut regarder effectivement la structure de cette dette, et le travail qu'a fait Anne-Laure dans son livre est intéressant de ce point de vue-là. C'est-à-dire qu'il y a effectivement un usage de l'endettement français, c'est considérablement alourdi parce que justement il y a eu un transfert en fait de richesse vers le secteur privé. Donc, et que ce transfert de richesse, il n'est pas revenu. En fait, il n'y a pas eu de ruissellement, il n'y a pas eu d'accélération de la croissance, il n'y a pas de développement du bien-être général. Enfin, voilà, il ne faut pas être grand druide pour s'en rendre compte. Donc, ça veut dire que en fait, cet endettement pour lequel ce qu'on a fait avec cet endettement, effectivement, la question de sa légitimité se pose. Mais ça, pour moi, c'est une décision. Moi, j'ai mon opinion là-dessus. Vous l'avez compris. Je pense qu'effectivement, il y a une vraie question de légitimité qui se pose. Après, je pense que c'est aussi des décisions qui sont collectives sur ce point de vue-là. Très rapidement, sur la question des banques, il y a eu plein de questions autour des banques. Moi, je suis plutôt de l'avis de Madame. C'est-à-dire, encore une fois, si on décide, si on décide de reprendre en main les priorités de l'organisation économique, on ne va pas demander gentiment à des banques multinationales de faire je ne sais quoi, d'avoir des gentilles contraintes, ou est-ce que vous pourriez, pourquoi pas. Non, on aura le pouvoir de légiférer, elles se soumettront à cette législation, et si elles ne veulent pas, elles s'en vont, et on les remplace par un pôle public, c'est aussi bête que ça. Voilà, on aura besoin sans doute d'un secteur financier pour faire fonctionner en fait cette économie, même dans un cadre très largement démarchandisé. Mais on n'est pas obligé, on n'est pas condamné à avoir BNP Paribas ou la Société Générale ou JP Morgan ou je ne sais quoi. C'est des choix en fait qu'on fait. Le fait que l'on se pose cette question-là montre que aussi on doit faire, c'est un des points sur lesquels j'ai insisté, c'est-à-dire que aussi il faut que nous tous, et moi aussi, je veux dire, je fais la leçon à personne, il faut que tout le monde on sorte en fait aussi d'un cadre de pensée qui nous a été imposé depuis maintenant 2 ou 3 générations et qui nous semble en fait naturel, mais qui ne l'est pas en fait. C'est pour ça que dans les contraintes que j'ai expliquées, je pense qu'il faut vraiment réfléchir aux contraintes qui sont structurelles sur lesquelles on ne peut rien faire, voilà, et puis à celles qui en fait peuvent être modifiées parce que voilà, on a cette possibilité-là. Je pense que ça c'est valable aussi pour toutes les règles européennes. Moi j'en ai pas parlé parce que voilà, pour moi c'est une évidence, c'est-à-dire que si encore une fois, c'est une question de priorité. Si votre priorité c'est de modifier l'organisation économique et sociale pour dépasser cette crise que l'on connaît, vous vous donnez les moyens de cette priorité. Il faut vous donner les moyens et tenir bon autour de cette priorité. Mais voilà, c'est ça qui est pour moi important. Et puis si la Commission européenne n'est pas d'accord, elle n'est pas d'accord. Voilà. Après, c'est à vous de voir si vous préférez dire qu'il faut que je sois d'accord avec la Commission européenne ou j'ai des options plus importantes à faire parce que il en va effectivement de la survie de la planète, du bien-être dans mon pays, etc. Voilà, je vais pas. Il y avait plein d'autres choses intéressantes, notamment sur les banques associatives, qui pour moi en fait peuvent s'inscrire dans une logique de planification et donc se soumettre aux contraintes de cette planification. Mais je veux laisser la parole aussi à mes 2 camarades.
Eric peut-être, et puis on finira avec Anne-Laure. Oui, pour rebondir sur ce que vient de dire Romaric, par exemple sur les questions d'audit de la dette, de répudiation, il y a des choses qui existent déjà hein, dans le droit international, notamment la doctrine de la dette odieuse, qui stipule qu'une dette qui a été contractée et qui a servi les intérêts du régime en place, mais qui n'a pas servi la population ou l'intérêt général, eh bien, peut être est considérée comme une dette du régime, et quand ce régime tombe, cette dette tombe avec lui. Voilà. Alors bon, ce cas s'applique souvent à des régimes dictatoriaux, etc. Mais en termes d'audit, vous aviez cité Éric Toussaint, qui a été effectivement en pointe sur ces questions-là, notamment en Grèce, justement, en 2015, puisqu'il avait dirigé la commission d'audit de la dette, hein, la demande de la présidente du Parlement grec de l'époque. Il y a moyen d'essayer de voir là-dedans, est-ce qu'il y a des choses est-ce qu'il y a de l'endettement qui, du coup, a été fait à des fins non démocratiques, etc., etc. Bon, Rafael Correa l'avait fait en Équateur également, lorsqu'il est arrivé au pouvoir. Bon, il y a moyen peut-être de ce côté-là de trouver des choses. Sur les banques, je dirais je vais rassembler un peu toutes les questions qui ont été sur les banques et sur l'idée de récupérer le pouvoir. Il y a quelque chose qu'il faut avoir en tête, c'est que la monnaie devrait être un bien commun. La monnaie est gérée comme un bien privé depuis une bonne quarantaine d'années au moins, hein, toute la vague de la libéralisation financière. Donc reprendre le contrôle sur la monnaie, eh bien, ça passe effectivement par la démarchandisation dont on a déjà parlé, sortir de la dépendance au marché financier, d'où la création de ce fameux pôle public bancaire, etc., etc. Alors ça peut passer par des nationalisations, mais ça peut passer aussi par une collectivisation. Ça peut ne pas être forcément l'État qui gère ça, mais une collectivité d'individus, donc les banques associatives dont parlait une autre personne avec la NEF, etc., etc. Alors, peut-être qu'à l'heure actuelle, comme vous disiez qu'il n'y a pas d'agrément de la BCE, la limite de ce type de banque, c'est qu'elle ne peut compter que sur l'épargne de ses déposants pour ensuite prêter, voilà. Donc ça limite le périmètre d'action, mais on pourrait très bien considérer et avoir, et c'est l'intérêt d'avoir des banques publiques, c'est-à-dire qu'on leur donne une mission. Elles ne fonctionnent pas comme une entreprise privée dont l'objectif est de faire du profit à court terme et donc qui vont prêter à des agents, ménages, entreprises les plus solvables et qui ne vont pas forcément prendre de risques. Là, on est avec un pôle public bancaire, c'est le moyen, enfin un moyen, il y en a évidemment, il y a d'autres choses à mettre en place, mais c'est un moyen pour permettre de reprendre en partie le contrôle sur la monnaie et pour l'utiliser à des fins de satisfaction de ses besoins sociaux et de bifurcation écologique. Voilà, telle banque, on peut lui dire, eh bien tiens, toi tu seras spécialisé ou tu vas financer les TPE, PME qui s'engagent dans la rénovation thermique des bâtiments, qui s'engagent dans telle ou telle chose que l'on aura jugé collectivement utile. Et là, c'est ça en fait, quand on parle de démarchandisation, parce qu'il faut voir que le marché, j'ai déjà eu l'occasion de le dire, mais le marché c'est une construction sociale. Quand on parle de marché, ça n'a pas de réalité physique. Ce qui a une réalité physique, ce sont les acteurs qui opèrent dans un domaine. Et quand, Anne-Laure l'a montré brillamment dans son livre, quand on voit que l'État, il est de plus en plus au service des entreprises et des plus grandes entreprises, c'est bien qu'il y a un petit souci de ce côté-là. C'est on est dans un État néolibéral qui favorise des intérêts privés. Donc on est aux antipodes de ce que l'on a besoin. Et donc c'est pour ça qu'il faut sortir souvent du marché, parce que le marché, déjà, en période de crise, le marché n'apporte jamais de solution.
À la limite, parfois, ça peut fonctionner, bon an, mal an, dans des périodes de stabilité, et encore. Mais dès qu'on est dans des périodes de turbulence, il faut une intervention des institutions, que ce soit l'État ou d'autres institutions, et il faut des règles. Hein, parce que si on n'a pas de règles, les crises, elles se diffusent encore plus, etc., etc. Bon, là aussi, je ne veux pas non plus empiéter sur trop de choses et laisser quand même de quoi répondre à Anne-Laure. Merci Eric. Anne-Laure Delatte. Merci. Alors, bon, d'abord, merci d'avoir autant cité mon bouquin. Franchement, si j'en vends pas plein à la sortie. Voilà. En fait, ils ont un pourcentage, hein, s'il faut que vous le sachiez. En revanche, je peux dédicacer cet après-midi, donc si vous l'achetez, je suis là pour le dédicacer. Non, mais merci les gars, c'est sympa aussi d'être soutenu quand même. J'ai 3-4 éléments de réponse et je fais des gros paquets. Le premier, en fait, je voudrais juste vous parler de ce qui est fait en ce moment à la Banque Centrale Européenne. C'est étonnant parce que, a priori, c'est une institution qui est plutôt très conservatrice et qu'on ne porte pas vraiment dans nos cœurs. Quand je vous parlais de la Banque de France tout à l'heure, c'est parce qu'en fait, vous savez, la Banque Centrale Européenne, c'est à Francfort, mais en fait, ce qui est appliqué, c'est appliqué par nos banques nationales. Donc la Banque de France, elle n'a pas disparu. Hein. La Banque d'Espagne, elle n'a pas disparu, etc. Mais en revanche, à la Banque Centrale Européenne, vous avez une nouvelle gouvernance depuis qu'on a l'euro. Et cette nouvelle gouvernance, elle est faite des gouverneurs nationaux. Donc François Villeroy de Galhau siège tous les mois à Francfort. Et vous avez aussi des membres permanents. Et donc, alors on est entre gens en costume gris, très conservateurs, je l'ai déjà dit, mais il y a quand même une révolution qui s'opère depuis 2019, depuis l'arrivée d'Isabelle Schnabel. Alors, il se trouve que c'est une femme, alors elle est assez conservatrice quand même, hein, ne vous inquiétez pas, mais elle a mis un gros coup de pied dans la poudrière, parce qu'en fait, jusque-là, le banquier central allemand, Weidmann, vous trouvez encore des déclarations de lui en 2018 ou 2019 qui dit attendez, la Banque Centrale Européenne, on n'est pas là pour se poser des questions sur le climat, c'est pas du tout dans notre mandat, donc out. C'est complètement hors de propos, ne me parlez pas de climat et de Banque Centrale. Et en fait, elle, c'est incroyable, elle a réussi à mettre un pied dans la porte et à dire non, en réalité, il y a un principe cardinal quand la Banque centrale intervient, c'est qu'elle doit respecter la neutralité de marché. Donc, dans ce qu'on se disait tout à l'heure, là, en fait, dans le régime économique qu'on a, on est tellement persuadé que le marché sait mieux que quand la Banque centrale intervient, c'est pas elle qui décide, elle doit reproduire ce que font les investisseurs. Donc, quand je dis intervient, c'est que quand elle va acheter des choses sur le marché pour financer, elle finance exactement à la hauteur, dans les mêmes proportions que ce que font les investisseurs. Or, qu'est-ce qu'ils font les investisseurs ? Ils achètent essentiellement du carboné, du marron, en fait. Quand ils vont acheter des actions, des obligations, c'est plutôt des obligations et des actions de grosses... ça, c'est surtout de grosses entreprises, c'est évident, mais dans les secteurs fossiles, à énergie fossile, et carbonés en général. Et en fait, elle a dit, non, en fait, on ne peut pas continuer comme ça. En fait, on a un énorme bras, là, et on le dépense, on fait vraiment du mal en le faisant, quoi. Alors, encore une fois, hein, elle n'est pas très radicale, c'est quelqu'un de plutôt conservateur, mais elle a quand même eu l'intelligence de mettre un pied dans la porte. Et aujourd'hui, il y a une politique qui s'appelle le tilting, c'est-à-dire on tilte le portefeuille, on l'incline. Et au lieu d'avoir 80% des achats qui sont dans les énergies fossiles ou dans, en général, les secteurs marrons, eh bien, en fait, on se donne une règle qui permet de déroger à la neutralité de marché, d'accord, de faire un peu mieux que les investisseurs. Moi, je trouve pas ça inintéressant. Si vous regardez, franchement, ça n'a pas changé grand-chose. Ça vient d'être mis en place en novembre, hein, là. Il y a beaucoup de greenwashing. C'est-à-dire que alors, si vous regardez la communication de la Banque de France, 90% du portefeuille est vert maintenant. Bon, alors vous grattez, vous dites « Ah oui, mais bon, pas complètement ». Mais on a mis un pied dans la porte.
Et maintenant, il y a un mouvement citoyen. Il faut que le mouvement citoyen se mobilise autour de cet outil-là, en fait. C'est-à-dire, ah ok, on fait du tilting, on peut incliner le portefeuille. Maintenant, dites-nous ce que vous faites. Et là, on peut faire pression. En fait, il y a un élément. Alors, c'est dans le marché, on ne change pas vraiment de système, etc. Mais je trouve que c'est intéressant de savoir que les choses évoluent et de pouvoir mobiliser ces outils. Ensuite, je voudrais juste réagir à la personne qui parlait de banque coopérative. Il me semble qu'en général, tout ce qui est coopératif est plutôt intéressant. Pas seulement les banques, mais tout ce qui est modèle coopératif peut être intéressant. Tout ce qui est coopératif n'est pas bon, puisque je crois que Leclerc, par exemple, les magasins Leclerc sont sur un régime coopératif, de société coopérative, mais en fait, le principe du coopératif, c'est simplement de se dire qu'en fait, les gens qui travaillent sont aussi les sociétaires, les actionnaires, quoi, du capital. Et du coup, ça peut aligner, en fait, quand vous travaillez, vous avez des parts du capital, et du coup, ça peut aligner la stratégie de l'entreprise avec les gens qui sont vraiment dedans et non pas la stratégie d'actionnaire. Donc voilà, je voulais juste rebondir là-dessus. Moi, j'y connais pas grand-chose, et d'ailleurs, je n'y connais pas grand-chose parce que, notamment, il n'y a pas beaucoup de recherches là-dessus, mais les posts d'articles qu'on trouve sont plutôt très positifs. Je vais finir, j'ai une seconde. Allez, taille des entreprises, on commence à avoir des données. Bon, l'intuition que vous avez, qui est que c'est plutôt des grandes entreprises, est bonne, mais pour l'instant, en fait, la courbe, elle fait ça. C'est-à-dire que les subventions vont beaucoup aux très grandes et aussi beaucoup aux très très petites. Mais je n'ai pas encore exactement les données, mais oui, c'est sûr, ça va dans les grandes, mais peut-être un peu aux petites aussi. Non, là, je vous dirai plus précisément. J'aimerais bien montrer ça, mais je ne l'ai pas encore complètement. Je voudrais finir sur le témoignage plutôt émouvant que vous nous avez donné des jeunes qui ont fait de la désobéissance civile. Il me semble que, en fait, ce qu'on a tous dit là, c'est que ça va déranger le statu quo. C'est qu'en fait, ce qu'il faut qu'on fasse, ce qu'il faut pour changer le régime économique et le régime politique, ça va évidemment, je crois que c'est Romaric qui disait, toute transformation fait des gagnants et des perdants. Eric nous l'a dit aussi. Et en fait, je crois que ce que vous nous avez raconté là, c'est une manifestation de ça. C'est-à-dire qu'en fait, parce qu'on va faire des gagnants et des perdants, et que les perdants, a priori, si on arrive à changer dans le bon sens, ce sont ceux qui ont le pouvoir économique au moins, eh bien, ça peut expliquer ce durcissement, en fait. C'est-à-dire que ce que vous racontez là, c'est l'histoire du soulèvement de la Terre, et c'est l'histoire des émeutes en juillet. En fait, on a un durcissement des méthodes policières, des violences, etc., mais qui est probablement, il me semble, symptomatique d'une résistance au changement, quoi. Des gens qui ont beaucoup à perdre à ce changement. Merci Anne-Laure. Je crois que Romaric voulait ajouter quelque chose à ce sujet et après... Oui, pardon, parce que j'ai oublié, effectivement, je profite, Anne-Laure m'y fait penser, j'ai oublié de dire un mot, je voulais rebondir sur votre remarque et votre témoignage. Ouais, je pense que Anne-Laure a raison, évidemment. C'est une forme de résistance au changement, c'est aussi le signe que ce système est en crise, et ce qu'on a dit dès le départ, c'est-à-dire qu'il y a une double crise sociale et écologique, et cette double crise, vous le voyez, elle se transfère en fait sur un durcissement autoritaire qui vise et le mouvement social et le mouvement écologique. Et vous l'avez eu avec le mouvement des retraites, qui a été réprimé en fait à partir notamment du 49.3 de façon extrêmement violente, avec un durcissement des règles de droit et de la pratique de la justice, et un durcissement évidemment vis-à-vis du système écologique, du mouvement écologiste, à partir également d'il y a quelques mois. Et je pense que c'est vraiment le signe qu'on arrive au bout de quelque chose, c'est-à-dire il y a une panique du système qui voit très bien que en fait, son fondement qui est de fonctionner par le marché, les prix et en gros le système capitaliste tel qu'on le connaît, eh bien en fait il n'a pas les clés pour résoudre le problème, et il ne veut pas laisser ceux qui expliquent qu'en fait il est à la source du problème
s'exprimer, parce que effectivement ça le met en danger. Et là on aura la deuxième phase qui est que effectivement ils se sentiront sur le reculoir. Donc je pense que vraiment on a le durcissement général du régime aujourd'hui est vraiment le signe de cette crise profonde que traverse le régime économique. Merci Romaric. Non, vas-y. Non, j'allais juste dire que c'est l'usage de la violence. C'est coopératif l'animation. Non, je voulais juste dire que l'usage croissant de la violence signifie pas justement qu'on est face à un régime fort, mais au contraire faible, puisqu'il perd toute légitimité. Et donc, contrairement à ce qu'on pense, c'est précisément parce qu'il a plus que ça pour essayer de maintenir les positions que tu décrivais qu'il a recours à ça. Donc c'est paradoxalement peut-être plus le signe qu'il est proche de la fin plutôt que du début. Mais ça peut durer Merci Eric. Quelques remarques rapidement pour répondre à quelques questions très très rapidement sur la question de l'Uruguay, des multinationales. Évidemment que cette bataille-là, elle se mène aussi contre des multinationales, avec parfois des exemples qui ont été donnés d'expropriation d'un certain nombre de multinationales. C'est aussi une des raisons pour lesquelles on se bat dans tous les accords internationaux contre les mécanismes dits d'arbitrage qui veulent permettre aux multinationales d'attaquer des décisions des États pour être indemnisées en dehors de la justice du pays concerné, qui est une forme de justice privée. On en a beaucoup parlé dans le cadre de la négociation du grand marché transatlantique, du TAFTA avec les États-Unis, mais cette question-là, elle existe au-delà de ce simple traité. Sur la rénovation thermique, il y a des propositions, y compris la France Insoumise a fait des propositions de loi pour qu'il n'y ait pas de reste à charge au moment d'avancer les travaux lorsqu'on est un petit propriétaire qui n'a pas la possibilité d'engager la rénovation de son logement alors même qu'il y habite. Il y a plein de situations, il y a des propositions qui peuvent être différentes selon les situations, mais cette question d'un tiers payant, d'un retour avec une forme d'hypothèque, de subventions plus importantes. Le système actuel MaPrimeRénov', il n'est pas satisfaisant. Donc quand on dit rénovation thermique, ça ne veut pas juste dire on généralise MaPrimeRénov'. Sur la BCE, on pourrait aller très loin aussi sur les statuts, sur la sélection des secteurs dans lesquels on investit, sur les taux de crédit qu'on donne aux différents secteurs, sur le taux du crédit pour l'État, par exemple, sur le prêt direct aux États et pas seulement via des banques commerciales ou même des banques, nationalisées, sur les stratégies des entreprises et pour reprendre la question des investissements, les propositions qu'on a défendues, y compris dans le projet de loi Industrie verte dont je parlais hier, c'est que les salariés de ces entreprises aient des droits et des pouvoirs nouveaux en matière de discussion sur les stratégies carbone des entreprises, avec des négociations obligatoires tous les 3 ou 4 ans des stratégies carbone des entreprises, avec des droits de veto suspensifs sur un certain nombre de décisions stratégiques des entreprises par les CSE, avec la recréation des comités d'hygiène, sécurité, conditions de travail, avec une compétence élargie à la question de la préservation de l'environnement. Enfin, voilà, des choses comme ça nous semble, c'est pas pour opposer à ce qui a été évoqué, mais d'autres pistes qu'on met nous dans la discussion. Enfin, dernier point, si vous avez été convaincu, y compris par ce qu'ont dit nos 3 intervenants sur le durcissement autoritaire de ces régimes, je vous donne rendez-vous demain à 10h, salle d'Hérouin, pour une autre table ronde qui s'intitule justement « Comment le néolibéralisme menace les droits sociaux et les libertés publiques ». Pour résumer en une phrase, comment le 49.3 a commencé en Grèce et en 2005 par la négation d'un vote populaire et comment on en voit chaque jour une manifestation plus concrète. Voilà, je crois qu'on a été presque à l'heure. Un grand merci à vous, un grand merci à Anne-Laure Delatte, Romaric Gaudin, Éric Baird. Et n'hésitez pas pour... si vous voulez continuer la discussion très rapidement, on est encore là quelques minutes. Et si vous n'avez pas compris, le livre est en vente au Village du Livre.